Messieurs, bonjour. Philippe Dallier, vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis, secrétaire général adjoint de l'UMP. Régis Janicot, bonjour. Vous êtes député PS de la Loire. Alors, je vais essayer de résumer ce qui s'est passé hier dans le monde politique après l'affaire Cahuzac. J'allais dire, le PS condamne Cahuzac et l'UMP condamne le PS. C'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui. On a entendu les membres du PS se dire trahis et condamner donc l'attitude de M. Cahuzac. Du côté de l'UMP, on est déjà passé à autre chose, à une condamnation du PS. C'est comme ça que vous le voyez? Écoutez, PS condamne Cahuzac, je pense que toute la classe politique et la France entière condamne l'attitude de Jérôme Cahuzac. C'est un peu réducteur, non, mais on est passé à autre chose déjà du côté de l'UMP. Écoutez, maintenant, au PS, certains ont utilisé un certain nombre d'éléments de langage en disant c'est une affaire privée, le débat est clos, c'est ce qu'a dit François Rebsamen au Sénat. Bien évidemment que non, le débat n'est pas clos et qu'il y a une véritable affaire politique et il faut faire la lumière sur ce qui était su et à quel moment. Et puis ensuite, effectivement, il va falloir tourner cette page, qui est une page désastreuse pour la démocratie, et puis voir ce que nous pouvons faire et mettre en place pour que ça ne se renouvelle pas. Et puis, le président de la République et le Premier ministre ont des décisions à prendre. Je pense que la crise est telle, et leur incapacité est telle à gérer les choses, aussi bien sur le plan économique que sur le plan purement politique, qu'il va falloir effectivement que le président de la République prenne un certain nombre de décisions. Bien sûr qu'on s'est senti trahi mardi par Jérôme Cahuzac. Et en même temps, moi, je voudrais qu'on évite aussi l'emballement médiatique auquel on est en train d'assister. On nous parle de dissolution, de démission de ministres, de remaniement. Je pense qu'il faut quand même remettre l'acte de Jérôme Cahuzac comme un acte personnel. C'est une faute grave, personnelle, d'un homme. Et en même temps, ne pas jeter le soupçon et l'opprobre sur l'ensemble des élus. Bien évidemment qu'on demande, c'est la première chose qu'on demande aux élus, d'être irréprochables, exemplaires, intègres. Et c'est là où Jérôme Cahuzac a fauté, bien évidemment. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que l'ensemble des élus sont des malhonnêtes ou aujourd'hui trichent. L'emballement médiatique Donc dit ça du la priorité, c'est aujourd'hui de retrouver de la confiance dans les politiques, et cela passe par un certain nombre de mesures, je crois, fortes, effectivement, qu'il faut annoncer, sans tomber non plus dans la crise de régime. Je pense que, à part les extrêmes à droite et à gauche, le tous pourri n'est pas la tonalité ambiante. Maintenant que l'opposition réclame un certain nombre d'éclaircissements sur les conditions, sur ce qui s'est passé entre la découverte de l'affaire, sa mise sur la table par Mediapart, et puis la démission de Cahuzac, ça semble assez légitime. Voilà, je pense qu'il y a des questions à poser à Bercy. Pierre Moscovici doit répondre. Qu'est-ce qui a été su et à quel moment? Ça, c'est vraiment effectivement ce qu'il faut mettre en lumière. Et après, la justice fera son œuvre. Mais la crise de confiance, effectivement, elle est là, mais elle n'est pas seulement liée à l'affaire Cahuzac. La crise de confiance, c'est le décalage entre les promesses électorales du candidat Hollande et ce qu'il fait aujourd'hui. C'est son aveu lors de sa dernière émission télévisée, lorsqu'il a dit « Je ne pensais pas que la crise était aussi dure ». C'est ça le problème. C'est qu'on a effectivement un président de la République qui s'est vu comme Lionel Jospin en 97. Vous vous souvenez? Chirac avait dissous l'Assemblée parce que les prévisions étaient calamiteuses. Jospin arrive et tout d'un coup, c'est l'embellie, la divine surprise. On a un peu l'impression que pour Hollande, c'était ça. Il a cru qu'arriver au pouvoir, parce que la crise est cyclique, que tout allait repartir sans grande difficulté. Il crée son ministère, 37 ministres, c'est pas un ministère de combat. Il aurait fallu effectivement qu'en mai 2012, il prenne d'autres décisions. Il ne l'a pas fait parce qu'il a sous-estimé la crise. Et tout ça s'accumule. Et par-dessus le marché aujourd'hui, on a effectivement une vraie crise politique avec l'affaire Cahuzac. Comment les Français ne seraient-ils pas gravement perturbés par tout cela? Je crois que si les Français, comme nous, ont été choqués, c'est parce que Jérôme Cahuzac était ministre du Budget, c'est-à-dire que c'est celui qui demandait des efforts et qui s'est exempté lui-même de ses efforts ailleurs, qui a menti, bien plus grave sur sa situation. Mais en même temps, moi, ce que je veux retenir, c'est que depuis 4 mois, c'est-à-dire depuis la connaissance des faits par Mediapart, la révélation par les médias, il n'y a pas eu d'entrave sur la justice, une enquête préliminaire qui a été lancée, il n'y a pas eu de pression sur la presse. Dès que l'instruction judiciaire a été lancée par le procureur, eh bien, le président de la République a demandé à Jérôme Cahuzac de démissionner pour qu'il puisse se défendre, jusqu'à ce qu'on sache qu'il reconnaisse par aveu qu'il avait menti. Donc on passe à autre chose? Non, on passe pas à autre chose. C'est des faits extrêmement graves, je le dis, parce qu'aujourd'hui... 86% des Français trouvent que c'est quelque chose de grave. Un ministre
se doit d'être complètement irréprochable. Nous faisons la loi, nous sommes des parlementaires. C'est nous qui faisons la loi. On ne peut pas être au-dessus de la loi. On doit même être plus exemplaires. Mais vous vous arrêtez au problème de personne. Vous ne pensez pas que ça génère une crise politique? Non, il faut des mesures. Il faut des mesures de moralisation de la vie politique. Renforcer l'indépendance de la justice. Ça va être fait dans quelques mois. Et ça, je crois quand même que cet épisode montre qu'on est passé à d'autres pratiques par rapport à ce qui se passait personne il y a ne dit quelques que années. sur cette affaire, il y a eu un problème d'indépendance de la justice. Tout le monde est bien conscient que le procureur de Paris a fait son boulot. La question qui est posée, enfin, la presse en est pleine, lisez Le Monde d'hier, la question qui est posée, elle est légitime, c'est de savoir, effectivement, qu'est-ce que Bercy savait et à quel moment, et pas seulement Bercy, le ministère de l'Intérieur. Moi, vous savez, ce que je crois, c'est qu'effectivement les soupçons sont devenus de plus en plus forts et que le gouvernement a cherché une fenêtre de tir pour régler le problème. C'est ça qui s'est probablement passé. Mais ça pose une vraie interrogation. Soit effectivement on revient à la jurisprudence Balladur qui consistait à dire à partir du moment où le soupçon existe et avant même que la justice ait fait son travail, on demande au ministre de se mettre en retrait. Et alors on a beaucoup critiqué parce qu'on a parlé de la présomption d'innocence, mais peut-être qu'effectivement c'est la bonne méthode. À partir du moment où il y a des soupçons assez, j'allais dire assez fort. Est-ce qu'un ministre, en plus dans ce cas-là, effectivement, en charge du budget et du contrôle de la fraude fiscale, pouvait-il rester en place? La réponse était non. Et je pense que le gouvernement a trop tardé. Et puis maintenant, c'est un piège qui se referme. C'est ça la situation aujourd'hui. Je pense qu'il y a, on a une explication. Je pense qu'elle est à peu près claire. Maintenant, il faut en sortir. Et c'est pas seulement en votant des lois nouvelles et en imposant encore un certain nombre de contraintes supplémentaires qu'on réglera le problème. C'est toute la classe politique qui doit s'interroger. C'est effectivement les problèmes de conflit d'intérêts qu'il faut régler. Il y a des avancées sur le sujet, mais on n'est pas allé assez loin. Manifestement, cet argent vient de laboratoires pharmaceutiques, alors que Jérôme Cahuzac travaillait dans un ministère. C'est plus possible des choses comme ça. Et donc, il faut qu'on aille au bout de tout ça. Je pense qu'il faudra aller plus loin sur la moralisation, effectivement, et puis tout ce qui est conflit d'intérêts publics, privés. Bon, certaines annonces viennent d'être faites sur les déclarations de patrimoine, mais en même temps, on sait bien que c'est insuffisant, parce que, en l'occurrence, la déclaration de patrimoine de Jérôme Cahuzac ne nous aurait pas informé sur cette situation d'un compte détenu à l'étranger de façon illégale. Donc il faut aller bien plus loin. Alain Vidalis, le ministre des Relations avec le Parlement, travaille depuis maintenant plus d'un mois sur un texte qui va venir. J'espère qu'on ira assez loin. Il faut continuer aussi à protéger les sources de la presse. On voit que cette affaire, elle est sortie aujourd'hui grâce à une presse indépendante. Mais qui en n'a même pas temps, été ménagée, ni par les politiques, ni par le reste de la presse. Bien évidemment, mais tirons tous les enseignements de cette affaire funeste. En même temps, je dirais, pas d'emballement institutionnel au sens où il faudrait faire table rase. Mais des questions politiques quand même. Lisez la presse étrangère ce matin, le regard sur la France est catastrophique, politiquement. Lorsqu'on évoque un remaniement, pour vous, c'est un emballement médiatique? Vous ne pensez pas que dans une situation de crise, cette crise plus la crise économique, un gouvernement plus ramassé, un signe fort politique donné par François Hollande et par Jean-Marc Ayrault, ou un autre d'ailleurs, ne serait pas une bonne réponse, en tout cas une réponse possible? Est-ce que c'est une bonne réponse simplement de faire un remaniement, c'est-à-dire aujourd'hui diviser par deux le nombre de ministres? On n'a jamais dit ça. Peut-être. En même temps, je ne crois pas que c'est ce qu'attendent les Français. Les Français, ils nous attendent aujourd'hui sur le terrain du chômage, de l'emploi et des résultats sur le terrain économique et social. Là, effectivement, il y a une crise morale qui vient s'ajouter et donc qui complique la situation. Donc les réponses seront données. Je ne pense pas que le président de la République va rester inactif dans les prochains jours. Il aura l'occasion de s'exprimer à nouveau. Et en même temps, je ne pense pas que ça soit la seule réponse adaptée. Écoutez, il y aura, la faillite d'un homme. moi je prends le pari, il y aura un remaniement ministériel parce qu'effectivement, il faut un gouvernement de combat. Je pense que François Hollande a composé ce gouvernement comme ça a toujours été fait dans le passé par la gauche. On saupoudre, il faut respecter tous les courants, etc., etc. Résultat, on a des ministres inexpérimentés pour un certain nombre. On a eu un paquet de couacs avec des déclarations contradictoires entre Montebourg et certains. On ne sait plus quelle est la politique de ce gouvernement. Le problème, c'est que vous n'avez pas tranché entre le social-libéralisme qui était défendu par Cahuzac et puis une politique économique plus dure. Alors, on navigue de l'un à l'autre. Je pense qu'il faut une équipe resserrée. Et puis, il faut surtout un changement de politique. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que vous ne convainquez personne. Le déficit budgétaire file. Le budget 2014 que vous allez devoir présenter à l'été, aujourd'hui, personne n'est capable de dire comment vous allez tenir un certain nombre d'objectifs. C'est ça le drame. Alors maintenant, vous en prenez au retrait.
retraite, les allocations familiales, le déficit file. Comment voulez-vous que les Français aient conscience? Il y a un problème de lisibilité de votre politique. Et c'est ça le problème pour vous et le problème pour la France. Parce que à l'extérieur, eh bien, nos partenaires voient cela et ils ne comprennent pas ce que nous faisons et où nous allons. Réponse. Je pense pas que le problème soit ministre expérimenté ou inexpérimenté. Ça compte, hein. Jérôme Cahuzac, et la droite le reconnaissait il y a encore quelques semaines, était considéré comme un ministre expérimenté, qui avait du talent, du brio, et pourtant c'est lui qui a failli sur le plan personnel. On n'est pas sur le même plan. Oui, donc voilà. Donc je suis pas sûr que la solution aujourd'hui, c'est forcément le remaniement. Peut-être qu'on y viendra. Peut-être qu'on y viendra. La solution aujourd'hui, c'est sortir le pays de l'ornière en termes de crise économique et sociale. C'est de donner de l'espoir, donner un cap et un horizon. C'est cela qu'il faut qu'on remette, nous, en perspective. Et ça passe par la mise en œuvre de nos dispositifs essentiellement aujourd'hui sur l'emploi. Voilà. Alors, Noël Mamère parle de bricolage politique de François Hollande, et puis il en profite pour dire que, finalement, comme 6 ou 7 autres députés PS, il ne votera pas la loi sur la sécurisation de l'emploi. Est-ce que ça aussi, c'est pas un marqueur important pour François Hollande, au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, de savoir si finalement, toute cette méthode qui a consisté à mettre les gens autour de la table, à faire qu'au mois de janvier, on trouve un accord entre 3 syndicats et les représentants du patronat, et finalement, on demande au Parlement d'acter tout cela, et des voix s'élèvent. Est-ce qu'il n'y a pas un terrain glissant là aussi? On demande au Parlement de faire son travail. C'est-à-dire que, moi je veux le dire, bien évidemment qu'on respecte l'équilibre qui a été trouvé par les partenaires sociaux dans ce texte sur la sécurisation de l'emploi. Et en même temps, les parlementaires ont déposé, notre groupe, 90 amendements. Une bonne partie, 80 ou 90%, vont être acceptés par Michel Sapin. Il y a un travail qui a été fait par Jean-Marc Jamin, qui est un très bon travail, par notre groupe. 4000 amendements du Front de Gauche? Alors ça, c'est d'autres amendements. C'est pas des amendements, on va dire, pour modifier ou améliorer le texte. C'est des amendements d'obstruction et de défi. Je suis content de vous l'entendre dire, mais ça démontre une chose, c'est qu'il n'y a pas de ligne claire sur laquelle la majorité est rassemblée. C'est bien ça le problème. Entre les Verts, le Front de Gauche et le Parti Socialiste, et à l'intérieur du Parti Socialiste, vous trouvez des lignes politiques très différentes. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de cohésion de votre majorité. Et ça se voit tous les jours. Et écoutez Mélenchon, écoutez un certain nombre au Parti communiste et même chez les Verts. Et c'est ça votre problème. Social-démocratie ou gauche à l'ancienne, comme jusqu'à présent, et vous n'avez pas tranché. Et c'est vrai que si vous vouliez aller vers la social-démocratie, il n'y a pas de majorité au sein de la gauche. Donc voilà pourquoi François Hollande a un véritable... Puis il n'est pas au gouvernement, mais il fait partie de la majorité. On le verra bien pour les municipales. Donc, si vous voulez, il y a un problème de définition de la ligne politique et le gouvernement n'arrive pas à en sortir. Cette ligne politique, est-ce qu'on va la sentir pour la loi sur le mariage pour tous au Sénat? Donc, je me trouve vers Philippe Dallier. Il y a une sorte d'indépendance revendiquée du Sénat, d'insolence pratiquement. On a vu des scénarios assez incroyables. L'insolence n'est pas là où on le pense. Exactement. C'est souvent à gauche que ça se passe. Je suis assez d'accord avec vous. Alors, comment ça va se passer pour le mariage pour tous? Qu'est-ce que vous sentez? Probablement plus calmement qu'à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a moins de 300 amendements et donc il n'y a pas de volonté d'obstruction pour faire traîner les choses. Maintenant, je crois que l'objectif du groupe UMP, c'est effectivement de démontrer qu'il aurait pu y avoir un accord sur l'union civile, qu'on l'appelle mariage ou qu'on l'appelle pas mariage. Les Français sont majoritairement favorables à ce mariage. Et je pense qu'il y aurait en revanche, ils le sont de moins en moins pour l'adoption. Mais c'est ça la question en fait. Et je pense qu'effectivement, sur l'union civile et une égalité des droits quasi absolue, je pense qu'il y aurait eu un consensus possible aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Bon, sur les affaires de GPA, de PMA, le gouvernement et la majorité en ont rabattu. Donc il y a quelques amendements des Verts qui effectivement sont là pour comme un baroud d'honneur. Et la ministre a repoussé la question de la PMA dans un autre texte. Bon, le problème c'est l'adoption et notamment l'adoption plénière. Et donc je pense que les éminents juristes du Sénat, dans l'opposition, vont d'abord essayer de démontrer qu'il y a un problème de constitutionnalité. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est votre problème majeur, parce que le texte pourrait être adopté et retoqué ensuite. Et donc je pense que ça va être un débat technique au Sénat, d'abord, effectivement, pour pointer du doigt les problèmes posés par la manière dont vous avez approché le sujet. Un mot sur l'évolution sociétale. Pierre Berger, ce matin, qui dit qu'il faut mettre des distributeurs de préservatifs gratuits dans les collèges. Qu'en pensez-vous ? Il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans les collèges, l'éducation à la santé, de prévention. Sur ces questions-là, il faut les développer. Ça demande aussi à ce que la médecine scolaire, les acteurs de la prévention dans ces collèges-là puissent intervenir. Il faut examiner sa proposition. Voilà. Après, c'est pas forcément la distribution de préservatifs qui réglera le problème. C'est d'abord dans les enseignements, c'est d'abord dans la prévention que les choses se font au collège, quoi.
Bon, je crois que Pierre Berger est un habitué des propositions qui ont d'abord pour but de faire parler de lui et puis des problèmes qu'il soulève. Donc, bon, mais enfin, je rappelle qu'on entre au collège à 11 ans, donc faudrait peut-être aussi regarder les choses un peu plus près. Dernière chose, votre état d'esprit particulier, personnel. Ce matin, quand vous êtes arrivé au maquillage, Philippe Dallier, vous disiez personne aujourd'hui peut être vraiment enthousiaste avec tout ce qui se passe. Personne n'a envie d'en profiter politiquement à part quelques extrêmes. Est-ce que vous êtes un peu abasourdi par tout ça? Bah écoutez, qui peut, chez les Républicains, se réjouir de ce qui se passe en ce moment? C'est toute la classe politique qui indirectement est mise en cause. On le voit dans les sondages. On aurait bien tort à droite de se réjouir de ce qui arrive au Parti socialiste avec l'affaire Cahuzac. Il y a un problème de crédibilité. D'abord parce que l'UMP avait déjà bien préparé le terrain. Écoutez, il y a des sujets dont j'aime mieux ne pas reparler. Donc il est bien évident qu'il y a un problème de crédibilité de la parole politique. Et le risque dans ce cas-là, c'est effectivement qu'on finisse tous à la scène ou à la lanterne. Je pense qu'il faudrait s'en souvenir. Donc il faut une grande responsabilité sur ces sujets. Et puis il faut que, j'allais dire, la parole politique soit crue. Il faut que les parlementaires et les politiques disent la vérité aux Français. Quand on nie la crise et qu'on vend du rêve et qu'on est incapable ensuite, bien évidemment, de donner le rêve qu'on a promis, comment voulez-vous que les Français croient les politiques ensuite? C'est pas possible. Et donc il y a un problème de vérité. Et c'est d'abord ce que les Français nous reprochent. Bien évidemment, on est inquiet. Abasourdé depuis mardi, bien sûr. En même temps, il faut se relever, il faut être combatif. Moi, ce que je crains, je l'ai dit au tout début, c'est qu'on mette tout le monde dans le même panier aujourd'hui, effectivement, et nourrir des réflexes qui sont des réflexes populistes ou extrémistes. Et déjà dans nos départements, on l'a vu dans les élections partielles aujourd'hui, on sait à qui ça profite électoralement. Et même l'électorat socialiste vote Front National. Je pense que moi, je veux éviter ça. Je veux pas que nos concitoyens imagine aujourd'hui que la très très grande majorité, l'écrasante majorité des élus, des parlementaires, aujourd'hui ils sont honnêtes, ils font bien leur boulot sur le terrain. Et donc pour cela, il faut se prémunir des comportements tels que ceux qu'on vient de vivre. Effectivement. On espère que ce débat aura contribué à ça, messieurs. Je vous souhaite une belle journée. Merci de l'avoir entamé avec nous. Anne Novak, Guillaume Roquette, Jean-Daniel Lévy, Robert Namias vont me rejoindre. Ça va faire du bruit. Merci. Merci.